Bonjour et merci infiniment de votre fidélité à ce programme Rencontre Échange, nouveau numéro. Aujourd'hui, on va parler des auxiliaires de justice, notamment les huissiers, quel est leur rôle et leur place dans la société à l'occasion justement de cette 16e journée mondiale des huissiers célébrée chaque deuxième jeudi du mois de juin. Et pour en parler, je reçois en personne le président de la Chambre des huissiers du Togo, Maître Luc Akosoa. Maître, bonjour et merci de cette invitation. Bonjour Monsieur Wilson et merci à vous aussi de me recevoir sur votre plateau. Voilà. Alors c'est avec qu'on va réfléchir un peu sur votre métier, votre profession, la profession des huissiers de justice, n'est-ce pas? Et peut-être pour commencer en guise d'introduction, peut-être que pour les jeunes qui nous suivent, les jeunes apprenants à cette période d'examen, on parle de notaires, on parle des huissiers, on parle des commissaires-priseurs, on parle des avocats, on parle des juges, des magistrats. Alors quelle est votre profession par rapport à ce corps de métier qui font de la justice, dans l'appareil de justice dans un pays? Merci beaucoup Monsieur Wilson. Autrement dit, qui est l'huissier de justice? Vous l'avez bien situé dans un décor, le décor judiciaire, que bon nombre de personnes ne maîtrisent pas. Pas forcément, oui. Et je pars de la séparation des pouvoirs dans un État en disant qu'il y a déjà trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir législatif, vous savez qui les incarne? Les députés. Le pouvoir exécutif, il y a le chef de l'État, le Premier ministre et les ministres. Et il y a le pouvoir judiciaire qui est incarné en totalité, disons, par les magistrats, les juges, et qui travaille avec des auxiliaires. Les auxiliaires qui sont inféodés à ce pouvoir judiciaire. Et au nombre des auxiliaires, il y a la subdivision entre ceux qu'on appelle qui ne sont que des auxiliaires, notamment les avocats. Et il y a de l'autre côté, l'autre division, des auxiliaires de justice qui sont des officiers publics et ministériels. Et je fais partie de cette deuxième catégorie, officier public et ministériel. Et l'officier ministériel, en tant qu'huissier, l'officier ministériel notamment, il y en a, quand on parle d'officier ministériel, il y en a trois. Il y a le notaire, l'huissier de justice et le commissaire-priseur. Et on est aussi officier public, et là, il y en a deux. Il y a le notaire et l'huissier. On est officier ministériel parce que nous avons une charge de l'État. La charge elle-même qui est définie comme une fonction publique que l'État confère à son titulaire et qu'il exerce au nom et pour le compte de l'État. C'est une fonction publique. Et on est officier public parce que l'État nous dote de son sceau. Le sceau de l'État qui nous permet d'authentifier les actes avant de les porter à leur destinataire. Et donc les officiers de justice sont des officiers publics et ministériels dans ce lot. Ils ont pour mission d'assurer, comme je le dis souvent, la deuxième phase du procès. En droit processuel, il y a deux phases. Il y a la décision qui est prononcée par le juge après l'instance. Et la deuxième phase va consister à exécuter la décision qui est prononcée par le juge ou, autrement dit, par les juridictions. Et puis, dit-on que le procès va jusqu'à l'exécution de la justice. Quand vous avez un démêlé avec quelqu'un, et que le tribunal ou bien le juge a tranché et a dit que, bon voilà, ce bien vous appartient en propre, c'est une maison qui est occupée par quelqu'un par exemple, et que le juge a statué et a dit que la maison vous appartient. Vous avez la décision entre vos mains, mais vous n'arrivez pas à prendre possession de cette maison, ça veut dire que le procès demeure toujours. Le procès ne prendra fin que lorsque l'agent d'exécution, qui est l'huissier de justice, mettra en exécution cette décision jusqu'à sortir la personne de la maison, de gré ou de force, et vous faire rentrer en possession de votre bien que le procès finit. Nous avons la signification des actes également, puisque nous sommes à l'entame et à la fin de la procédure. Donc c'est nous qui attrayons les justiciables, ou bien le créancier ou le requérant devant le juge, en exprimant en termes clairs et nets, très assimilables au juge, les faits que celui-ci nous a racontés. C'est ce que nous appelons assignation. Et ça permet au juge de faire quoi? De décider. Et là encore, nous intervenons en aidant le juge dans quoi? Dans la qualification même de cette décision. C'est-à-dire que quand on porte l'assignation vers la personne, si la personne a été rencontrée personnellement, si le destinataire est rencontré en personne, le juge dira que si et vous rencontrez le destinataire en personne, il vient également au procès. Le juge va qualifier ce procès-là de contradictoire, voyez-vous. Si vous rencontrez cette personne et que la personne ne vient pas au procès, le juge va qualifier cette décision-là de réputée contradictoire. C'est ça. Voyez-vous, donc, il y a beaucoup de choses que l'huissier fait, ce qui fait dire même à un magistrat sénégalais
le procureur général Diallo, il était procureur général à Kaolack, que l'huissier, la justice est aveugle. Elle marche sous la guidée de l'huissier de justice. Et donc, c'est un procédurier, c'est lui qui permet aux gens... Éclaire, exactement. Le juge, dans le cheminement. Pas forcément éclairé, mais qui rend compte au juge et d'un certain nombre de choses qui permet au juge de prendre des décisions. Monsieur le juge, je suis allé vers le destinataire, je l'ai vu en personne, je lui ai donné le papier. Sur cette base, votre parole qui fait foi jusqu'à inscription de faux, le juge rendra sa décision. Et gare à vous si vous mentez. C'est ça. Alors, nous sommes tous dans les préliminaires. Alors, comment fait-on pour devenir huissier? Parce que ça peut intéresser les jeunes apprenants. Le chemin n'est pas aussi facile que les gens le croient. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cru que c'est ça, c'est vrai. On avait eu des lois successives qui permettaient, qui donnaient accès à ce corps. Et d'une façon, les gens avaient cru que c'était facile. Et avant, c'était quoi? C'est-à-dire des gens qui étaient clercs d'huissier pendant un certain nombre d'années, 10, 15 ans, qui devenaient huissiers sans base juridique. Ou du moins, qui avaient la capacité en droit et autres là. C'est ça. Je ne les incrimine pas parce qu'à l'entame de la profession, même judiciaire, le Togo a connu des juges de paix, qui n'étaient pas à la base aussi des magistrats, bien des gens, des érudits en droit. Donc, toutes les professions sur l'État, qui étaient d'administrateurs civils et puis qui ont migré vers ça. Donc, notre corps a connu ça aussi. Mais après, à partir de 2000, la loi a changé un peu. Donc, il y avait la maîtrise ou le passage d'un degré à un autre jusqu'à... Mais avec la loi de 2011, c'est supprimé. Parce que, n'oublions pas, l'huissier de juge, c'est un cadre de droit. Et il exerce un droit qu'on nomme loi de l'exécution et qui est un droit très délicat. Parce que le droit de l'exécution, je dis que c'est le chapeau de tous les droits. C'est-à-dire que quand la décision a été rendue au social, ça vient en exécution chez l'huissier. Droit de la famille en exécution chez l'huissier. Droit des biens en exécution chez l'huissier. Donc l'huissier doit être quelqu'un capable d'avoir des notions sur la pléthore de droits qui existent, de faire à donner satisfaction aux clients. Et donc, avec la loi de 2011 qui gère la profession aujourd'hui, pour être huissier, il faut avoir soit vous huissier de l'ancienne maîtrise ou du master. 2 ans de formation à l'école nationale, l'école des professions judiciaires, le CPJ. Bon, c'est vrai, l'école n'est pas encore opérationnelle. Heureusement, le gouvernement aussi a suspendu les nominations pour le temps. Et en conséquence, disons, nous sommes en train de grouiller au niveau de la Chambre pour que cette école puisse commencer. On a déjà jeté les modules de formation. On est en train de travailler là-dessus pour verser cela à l'école au CPJ pour servir de formation de base des apprenants. Et donc, pour résumer, pas résumer, mais pour revenir à la question fondamentalement, donc vous avez le master aujourd'hui. Oui, votre bac plus des années d'université. Exactement. Vous faites votre formation. C'est-à-dire que j'ai parlé du CPJ parce que ce n'est pas fonctionnel et en conséquence, les nominations aussi ne suivent plus. Mais si on doit dire ce que la loi a décrit, 2 ans à l'école au CPJ, au Centre de formation des professions de justice. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement des juristes pour être huissier, forcément, non, il faut une formation de base. Non, la formation de base, c'est la formation de droit, forcément. Oui. Et donc, vous faites les 2 ans au CPJ, à l'IAM, pratique et théorie. Et quand vous avez le diplôme de CPJ, maintenant, vous formez votre dossier que vous déposez à la chancellerie. C'est-à-dire qu'au ministère de la Justice, pour solliciter la création d'une charge, ou bien pour prendre une charge qui est déjà créée, qui est libre. Et c'est le ministère qui étudie le dossier, envoie le dossier à la Chambre pour des avis. Puisque après avoir fini, puisque le postulant subit aussi des enquêtes de moralité au niveau de la police ou de la gendarmerie ou là. Et quand il est déclaré apte, qu'il n'a pas il ne traîne pas des ardoises, là franchement on peut dire le ministre rendra compte au chef de l'État de ce que ce candidat là ou bien cette personne peut exercer la profession d'huissier. Et c'est après cela que le chef de l'État prend son décret pour vous nommer huissier de justice. Donc vous ne nommez pas de décret. Pas de décret présidentiel, huissier de justice. Et à la Chambre, en tant que président, quel est votre rôle concrètement? Vous coordonnez seulement vos collègues sur le terrain? En fait, on a de divers rôles, mais le fondamental déjà, c'est que la Chambre nationale, avec son président à la tête, représente la profession auprès des pouvoirs publics. Puisque, je vous rappelle, la Chambre nationale est une institution de l'État. Elle est créée auprès du garde des Sceaux.
Et pour revenir même à la base, nous avons... Ce n'est pas une association d'huissiers? Pas du tout, pas du tout. C'est une institution publique appartenant à l'État. Puisque l'huissier de justice même exerce une profession hybride. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi des libéraux comme les gens le croient. Voilà. On n'est pas des libéraux, on est des parapublics. À la base, on exerce dans le privé une fonction publique, la charge. Vous voyez, c'est une fonction publique qu'on vous permet d'exercer comme si vous êtes des libéraux. Et la Chambre a pour rôle de représenter cette profession-là auprès des pouvoirs publics sous la surveillance très vigilante, je dirais, du garde des Sceaux. Et la Chambre reçoit les plaintes des justiciables et autres là relativement aux confrères. Et la Chambre siège en conseil de discipline. C'est ça. C'est une juridiction pour sanctionner également les manquements des confrères avec possibilité de blâme, de réprimande et avec des sanctions de second degré qui sont plus lourdes, l'interdiction temporaire et la destitution. La radiation carrément. Carrément, non, chez nous c'est pas la radiation, c'est la destitution. Puisque la différence entre nous c'est ça, quand au premier abord vous avez dit avocat, la différence entre nous, peut-être je reviens là-dessus, et eux ils ne sont que les avocats ne sont que des auxiliaires de justice, ils représentent les clients. Voilà. Et les gens à tort, pas à tort, il y a des avocats, vous allez voir, bon, ils prennent des logos qui sont droits, non, les logos, les balances droits c'est pour les huissiers, les notaires, les magistrats. Les avocats ont leur logo, ça penche vers le client parce que nous, on penche vers la loi. Et quand on penche vers la loi, c'est droit. Et le vocabulaire même change. Et puis, eux, ils ont un ordre et nous avons une chambre. Voyez-vous. Et quand on veut les faire partie de leur profession, on les radie pendant que nous, on nous destitue. On ne destitue que l'homme qui a un pouvoir. Voyez-vous. Donc, en fait, c'est ça. Nous sommes dépositaires de la puissance publique au nom de l'État. Voyez-vous, en fait, c'est ça. Et donc, la Chambre surveille tout ça. Et vous voyez ce que vous êtes en train de dire. La Chambre veille également à l'orthodoxie même de la profession. Également. Donc, c'est notre rôle au niveau de la Chambre. Et là, je vous dis qu'il y en a 3 actuellement. Il y a la Chambre nationale et les 2 chambres régionales. Notamment la Chambre régionale de la Cour d'appel de Kara et la Chambre régionale de la Cour d'appel de Lomé. Et ils ne sont pas aussi autonomes. Ils dépendent de la Chambre nationale qui, selon la loi, peut leur déléguer des prérogatives à exercer au nom de la Chambre nationale. Et c'est ce qui est fait dans un règlement intérieur. On leur a délégué un certain nombre de... Voilà. Donc, ils sont chargés de la surveillance des faits de justice dans leurs ressorts respectifs. C'est intéressant ce que vous dites, Maître Sowa, parce qu'il est question de préciser les choses. D'habitude, quand on parle du CIE, il y a cette méfiance, cette crainte, n'est-ce pas, quand vous apparaissez pour une expulsion, pour une saisie. Et qu'en est-il exactement? À partir de quand on en vient à ces 2 situations dont j'ai parlé tout à l'heure, la saisie, l'expulsion? Alors ça, c'est lié à la réticence des individus qui ne veulent pas se comporter en bon citoyen. Ce n'est pas nous qui leur faisons peur, c'est eux qui ont peur compte tenu de ce qu'ils ont posé comme acte eux-mêmes. Mais bon, peut-être par nature, notre profession fait peur également, puisque je prends toujours cette comparaison. Vous voyez, dans certains pays, je crois qu'il doit en avoir au Togo aussi, il y a la brigade d'exécution des décisions de justice en matière pénale, qui est assurée par la police ou la gendarmerie, qui trace même le délinquant quand la décision est prononcée, qui encavale jusqu'à lui mettre la main dessus et, pas le forcer, mais faire exécuter cette décision. Nous sommes leurs homologues en droit commun, notamment en matière en droit civil et en droit commercial. Voyez-vous? Et donc, c'est un métier qui fait peur parce que vous êtes, disons, pas des censeurs, si vous me prêtez le mot, des censeurs, des gens qui essaient de rétablir une situation qui est faussée. Du coup, la personne même qui est dans une situation délicate a peur de la venue de ce personnage, de cette personne. En fait, c'est ça qui fait ça. Mais, pourquoi on en vient à ce genre de situation? C'est parce que la personne qui est en question ne veut pas s'exécuter. Déjà, quand les juridictions ont rendu une décision, on a l'obligation de s'exécuter. Même dans une famille, 2 enfants qui se battent, on va vers papa dit arrêtez-moi ça, tu vois c'est ça, ceci. Et quand vous ne le faites pas là, c'est grave. Vous défiez l'autorité de votre papa et il va agir. Je le dis toujours, l'État a le monopole de la contrainte. Tout à fait. L'État a le monopole de la contrainte et l'État a tout un mécanisme pour exercer cette contrainte-là. Donc, sur le plan civil et commercial, les justices sont là, bien établis. Si vous ne respectez pas la décision de justice, on va vous la faire respecter. Là, c'est de gré ou de force.
il y a déjà un pouvoir attaché à la décision. Le juge peut assurer sa décision de ce qu'on appelle les astreintes. On peut vous ordonner de faire quelque chose sous astreinte de, on peut dire, 50 000, 100 000 par jour de retard. Et si vous ne le faites pas, après on comptabilise ces jours-là, ça veut dire que vous êtes endetté à l'égard de l'État par rapport à cela. Donc, ce sont les mesures combinatoires, si je vais utiliser notre vocable, que les juridictions ont pour faire exécuter leurs décisions. Maintenant, si la personne, malgré cela, refuse de s'exécuter, là, il faut que les huissiers rentrent en jeu pour exécuter la décision au nom de l'État. Puisque l'exécution d'une décision de justice n'appartient plus au pouvoir judiciaire. C'est l'affaire de l'État. Oui. C'est l'exécutif qui est responsable de l'exécution des décisions de justice. La preuve, quand vous prenez nos décisions, avant d'aller exécuter, il y a une sacrée formule. En conséquent, la République togolaise mande et ordonne à tout huissier. On ne demande pas ton avis. Oui. On t'ordonne d'aller exécuter la décision. C'est ça l'exercice du pouvoir de contrainte. Et je dirais même que l'huissier agit au nom de la République. L'huissier agit au nom du chef de l'État, je dirais même. Il t'a nommé. C'est lui qui a ordonné. Que la décision soit exécutée. Parce que l'exécution de la décision de justice a plusieurs conséquences. La paix sociale, le respect de l'état de droit, et bien beaucoup de choses. L'accroissement de l'activité économique, même le rôle économique de l'huissier de justice, en matière qu'on est dans un recouvrement. Une société qui a son argent en souffrance auprès de quelqu'un, le tribunal ordonne qu'on puisse reverser l'argent à la société. La société doit fonctionner avec cet argent, payer les salaires, payer les charges et autres là. Et donc, vous ne vous exécutez pas. Cette société peut tomber en faillite avec des pertes d'emploi, des conséquences énormes. La déscolarisation des enfants et autres là. Non. Notre métier, c'est-à-dire que les gens toujours caricaturer l'huissier de justice. Non. Ça, c'est profond. C'est profond et on ne peut plus rester dans ces caricatures. Par exemple, vous avez parlé de niveau tout à l'heure. On doit vraiment, pas dans l'intérêt de nous, de l'État. Parce que tout investisseur qui veut investir au Togo va interroger le droit de l'exécution. Est-ce que j'ai les chances de recouvrer mon argent si jamais cet argent-là venait être en souffrance? Et au-delà du droit de l'exécution, le professionnel de l'exécution, est-ce qu'il est assez efficace? Et il est dur. Pas dur, en termes de dur, mais est-ce qu'il est réglo? Est-ce qu'il est corrompu? Est-ce que ceci? Interroge toujours. Mais quand on voit que le Togo ne donne pas cette opportunité, on va migrer peut-être au Bénin ou bien ailleurs. Donc, les conséquences sont tellement énormes que quand je vois les gens parler de l'huissier comme Kidam qui passe, qui prend un sac en bandoulière, rentrer de maison en maison, chercher des loyers, je rigole. Je rigole. Donc, il doit communiquer, on doit communiquer pour faire prendre compte. Exactement. Non seulement à nos amis les magistrats, même qui parfois ne savent pas qui nous sommes. Eux, ils croient que on est là, le chef de l'État n'a rien à faire, il prend son décret, non même l'huissier pour être leur boy et autres là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est un métier franchement bien organisé qui doit être expliqué. Et pour qu'on puisse, dans toute raison gardée, et porter vraiment la justice au nom de l'État. En fait, c'est ça. C'est ça. Oui. Et alors, autre préoccupation, c'est vraiment cette image, cette caricature dont vous parlez. Et alors, quelles sont les matières que vous êtes appelés à connaître? Le prérogative, vous l'avez cité, mais là, oui. Je dirais tout. Tout parce que c'est énorme. En droit, il y a plusieurs domaines. Bien sûr. Quand j'ai dit, par exemple, on est en droit commercial, par exemple, le juge doit avoir d'énormes notions. Et quand on parle de droit en commerce, il y a le droit du commerce déjà, le droit relatif au commerce déjà, droit, comme on l'appelle, l'acte uniforme relatif au droit du commerce. Il y a en parallèle les sûretés, il y a la procédure collective d'apurement du passif, il y a les procédures de liquidation dedans. Il y a beaucoup de branches. L'huissier doit avoir cette notion. En droit de la famille, par exemple, l'huissier doit connaître vraiment les régimes autres là. Imaginez que moi je prends un dossier, je vais aller à une saisie. Je ne sais même pas sous quel régime les époux se sont mariés. Oui. Je vais ramasser les biens qui appartiennent à la femme en disant que je saisis monsieur. Voyez-vous? Parce qu'il faut faire la distinction. Je reste un peu sur le droit de la famille, où il y a les régimes matrimoniaux qu'il faut toujours avoir avant. La séparation de biens, la communauté de biens ou la communauté religieuse. Vous ne savez même pas sous quel régime le couple s'est marié. Et même, admettons que c'est la communauté de biens, le huissier doit savoir que même en communauté de biens, le bien qui a été acheté à l'intérieur de cette communauté, dont l'argent provient de l'héritage d'un des époux, ne rentre pas en communauté. Donc, il y a beaucoup de choses que vous devez maîtriser pour aller. On ne peut plus exercer ce métier-là comme ça.
Donc, il y a ces matières qu'il faut connaître. Et quand on va en fiscalité, il faut connaître. Quand on va en immobilier, il faut connaître. Quand on va le vote de biens, c'est des obligations. Tout. L'huissier, c'est plus le droit de l'exécution. Je le dis, je le répète, hein, c'est le chapeau de tous les droits. La charpente de tous les droits, en fait. Je dirais même que c'est ce droit-là qui permet aux autres droits d'exister. Et donc, vous voyez que ce serait malheureux qu'un huissier de justice soit toujours sous cette commune renommée de, je ne sais pas quoi, d'agent. Non, c'est un cadre de droit. Un cadre de droit qui, je viens de le dire, assure la deuxième phase du procès. Assure la deuxième phase du procès. Donc, il faut un éveil de conscience pour que, franchement, exactement. De quelle force disposez-vous pour faire exécuter cette décision de justice? Mais c'est l'État qui nous donne cette force. On voit souvent accompagné de gendarmes, de policiers. Exactement, on nous voit accompagné de gendarmes. Et même des confrères qui arrivent avec fusil en bandoulière sur le terrain. Ça fait aller, Monsieur Wilson, par rapport à cette scène, je dirais épargné, moi j'ai un confrère spécial, mais je crois qu'il il doit avoir une autorisation de port d'armes, et bon, heureusement qu'il n'a fait mal à personne, donc voilà. Il n'a pas fait usage, donc. Mais disons que bon. Mais vous disposez d'une force coercitive, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça même la nature du métier. Oui. C'est-à-dire que si un militaire ne peut plus faire peur, est-ce qu'il est toujours militaire? Un huissier, s'il ne fait pas peur, il ne peut pas, on ne dira pas qu'il est huissier. Donc, déjà, quand un huissier vient, comme les autres le disent, bon, vous avez les huissiers dans vos chaussettes, faites attention. C'est-à-dire que vous savez que là, ça va déboucher, soit on n'est pas non plus là pour faire du mal à qui que ce soit. Hein. Il y a toujours la démarche amiable pour convaincre la personne à s'exécuter. Exactement. Puisque aujourd'hui, il y a les modes alternatifs de règlement de conflits qui sont en train de prendre franchement le pas sur la justice classique, hein, l'arbitrage, la médiation et autres là. Bon, voilà. Et donc, nous aussi, on est dans cette dynamique et on essaie d'être formés à propos, je dirais. Et quand on vient, quel pouvoir nous avons? Nous allons au nom de l'État. Je vous ai dit la formule tout à l'heure. La République togolaise demande à tout huissier de mettre à exécution la présente décision. Aux procureurs généraux de prêter main forte. Aux officiers de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Et donc, en fait, c'est ça. Voyez-vous? Et si nous, on va, la première phase, on va vers la personne, je suis huissier, voilà la décision. Et puis, avant d'arriver là, il y a un process. Hein, c'est-à-dire que, voilà, déjà, quand on rend la décision, vous signifiez la décision à la personne criminelle intéressée et la personne a les voies de recours. Hein. La personne peut faire, si c'est une décision de première instance, la personne fait appel. Si c'est une décision de deuxième instance, la cour d'appel, la personne peut se pourvoir en cassation. Et donc, si la personne fait tout ce cheminement ou n'exerce pas les voies de recours un mois après, si c'est une décision du tribunal, nous, on va prendre ce cas de non-appel, hein, ni opposition, pour revêtir cette décision-là de la formule exécutoire. La formule, c'est ça que je suis en train de donner. Oui. Dès lors que vous ne faites pas de recours, ça veut dire que vous avez consenti à cette décision, et même on met la sacrée formule-là, la République togolaise mande et ordonne. Et dès lors que la formule est sur ce document, ça veut dire que je vous signifie un commandement. Je n'ai plus de sommation. La sommation, c'est du pouvoir de l'huissier. Mais dès lors que la fameuse formule est tombée, l'huissier ne somme plus, il commande. Je vous envoie un commandement de faire ceci, de déguerpir, de libérer les lieux, de faire cela, de payer. Et après ce commandement... Toutes les voies de recours étaient épuisées. Exactement. Exactement. Bon, de toute façon, on n'est pas dans un coup magistral ici, mais faisons la nuance entre... Il y a les titres exécuteurs provisoires et les titres exécuteurs définitifs. C'est-à-dire provisoire, c'est que le juge peut sortir sa décision d'exécution immédiate. La formule peut être posée dessus, vous allez le faire, mais au risque, à votre risque aussi, et que... en faisant attention que la situation peut être retournée au niveau de la cour d'appel. Et quand c'est retourné et que vous gérez ce dossier-là sans prendre les précautions qu'il faut, ça peut créer d'autres dégâts, autant pour vous comme pour le requérant. Et c'est ça qui fait dire, vous allez lire dans les bouquins, que l'huissier de justice en matière d'exécution n'a pas de maître. Le seul maître qu'il a, c'est la loi. C'est ça. Donc il ne va pas dire, mon maître va, mais non, vous pouvez faire tout. Mais si la décision n'est pas exécutable en l'état, l'huissier doit résister à cette tentative de le faire exécuter la décision vaille que vaille. Et donc, ça, c'est le provisoire, ça. Pour éviter, vous êtes conseillé, vous devez conseiller votre client en leur disant non, calmons-nous. À l'état actuel, si on exécute la décision, c'est des problèmes qu'on va se créer inutilement. Mais, lorsque les voies de recours sont épuisées, là, on parle, puisqu'il y a aussi, je reviens à nos termes,
quand les voies de recours ne sont pas épuisées, la décision acquiert juste l'autorité de chose jugée. Mais dès lors que les voies de recours sont épuisées, la décision acquiert la force de chose jugée. Voyez-vous, ça veut dire qu'il n'y a plus de recours suspensif de l'exécution. Rien ne suspend plus l'exécution. L'huissier doit aller à l'exécution, sauf au procureur de prendre une réquisition en disant que cette exécution peut troubler la paix sociale et autres là. Le procureur doit normalement prendre une réquisition pour suspendre une exécution. Puisque le procureur aussi, il est parti. Même s'il est là pour l'État, il est parti. Parce que le juge, vous voyez, notre décor aussi, les gens voient, ils viennent au tribunal. Le président du tribunal, lui, il est assis dans son fauteuil comme un roi. Il ne se lève pas, il parle. Mais le procureur, quand il va parler à ce monsieur, lui se lève. Parce qu'il est prêt, le tribunal, de juger la personne. Ça, la tradition judiciaire. Il se lève parce qu'il est parti également au procès. Et donc, s'il voit, lui qui représente l'État, que cette décision peut troubler l'ordre social, il prend une réquisition. Parce que cette réquisition peut être attaquée aussi par la personne qui, dont l'exécution est suspendue. La personne fait un recours contre cette réquisition-là. Et le juge peut dire que la réquisition est légitime. Ou la suspension est légitime, la suspension n'est pas légitime. Voyez-vous? Et donc, dès lors qu'il n'y a pas ça qui bloque l'exécution, l'huissier va jusqu'au bout, et là, pas pour son compte, mais au nom de l'État qui a l'obligation de mettre la paix sociale, puisque les décisions des gens du genre ramènent la paix sociale, comme on le dit. Quand vous avez ce qui vous appartient, vous aussi, vous êtes content. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, je donne aussi une image. Et toi et moi, on a fréquenté ensemble. On est même frères de sang, je le dirais. Est-ce que nos papas sont en vie encore aujourd'hui? Mais quand on a un problème, on va vers qui? Mais quand nos papas étaient vivants, quand on a un problème, on court. Et ils règlent le problème. Aujourd'hui, c'est la justice. Et donc, on doit faire confiance à la justice et c'est l'État qui assume. Et après, vous voyez, quand on était enfant, on te dit, ah, c'est toi qui as raison, on est très satisfait, on est content et tout est calme. C'est le rôle que joue le tribunal aujourd'hui. Pas le tribunal, les juridictions, je veux dire. Les juridictions, c'est ce rôle que les juridictions jouent aujourd'hui. Et vous voyez, donc, en fait, dans ces conditions, l'État assure que la décision soit vraiment exécutée pour ramener l'équilibre qu'il faut et la paix sociale qu'il faut. En fait, c'est ça. Rencontre échange, nouveau numéro. Nous parlons de l'huissier de justice, rôle et place dans la société à l'occasion de la 16e journée mondiale des huissiers de justice. Maître Luc Soa est mon invité, il est le président de la Chambre nationale des huissiers du Togo. Maître, une question qui me vient en tête, qu'est-ce qu'un huissier a le droit de saisir, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de saisir, ou bien il peut tout saisir dès lors qu'il reçoit l'ordre, comme vous le dites? Non, il peut pas tout saisir. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des limites? La loi limitée, il y a un sommet de division entre les biens saisissables et les biens insaisissables. Okay. Voilà, donc il y a des biens qui sont liés à la vie même quotidienne du requis ou du débiteur, qu'il ne faut pas toucher, notamment la laiterie. Mais là encore, la laiterie, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'un débiteur ne peut pas dormir dans un lit Louis XIV et que je laisse à dire que c'est du lit que je ne prends pas. Là, je vais chercher un lit, là où il peut dormir, mais c'est le lit qui a de la valeur, je prends. Ah bon? Bah oui, il y a les casseroles, les trucs là, tout ce qui peut contribuer à la vie. Même au niveau du numéraire, dans une banque, on laisse au moins une partie pour la personne de vivre qui va correspondre à un salaire. Voyez-vous, donc la loi a délimité ce qu'on peut saisir. En dehors de ça, tout ce qui est saisissable peut être saisi. On prend. C'est ça. On prend jusqu'au. Et les expulsions aussi? Les expulsions aussi, nous les faisons en cas où vous occupez un immeuble qui ne vous appartient pas, et que vous squattez, ou carrément aussi vous êtes quelque part, vous avez loué mais vous ne payez pas. Ce sont d'abord en endroit commercial, ce sont les clauses de rupture de contrat, le non-paiement des loyers. Donc, et de droit d'ailleurs, le juge ne constatera que la rupture s'il y a une clause exécutoire dans le... c'est ça la clause exécutoire, voilà. Oui, c'est la clause exécutoire, je crois. Donc, s'il y a ça, le juge va constater que cette clause est acquise. Et donc, et puis bon, voilà que la rupture du contrat est également ordonné l'expulsion de la personne. Et si on envoie une sommation de déguerpir, si la décision est en force de chose jugée, on envoie un commandement de déguerpir ou d'abord une sommation de libérer les lieux. Si on n'a pas encore de titre exécutoire, à la personne de libérer les lieux. Si la personne ne libère pas et qu'on a un titre exécutoire, on va avoir un commandement de libérer les lieux. Si la personne résiste à ce commandement, c'est là où on fait les formalités pour revenir même à ce que tu as dit tout à l'heure relativement à l'accompagnement de la force de l'ordre. Là, c'est là où on requiert la puissance publique, la force de l'ordre de nous accompagner
Et ça a plusieurs conséquences. Et pour éviter des dégâts, et puis les gens ils s'en prennent rapidement à l'huissier ou bien veulent s'en prendre à l'huissier si jamais il y a ces genres d'opérations. Donc on se fait protéger par ça, les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre et pour permettre que l'opération se déroule sans violence, sans heurts et autres là. Et en même temps, parfois, ils servent de témoins aussi à l'huissier. Mais dans d'autres pays, il faut d'abord intenter. Il faut d'abord intenter l'exécution. Ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est en cas de nécessité. C'est-à-dire qu'il faut tenter l'expulsion, aller vers la personne, voilà, et la personne sort. Et dans d'autres pays, comme je le dis, vous allez soit à la mairie ou vous choisissez des témoins qui ont une probité morale que les gens connaissent, 2 témoins au moins qui vous accompagnent. Parce que les gens peuvent venir, lui qui est dans une pièce, et à peine il trouve les 10 000 francs pour payer les loyers, vous dira que non, quand vous êtes venu faire l'expulsion, il y avait 10 milliards dans un coin et que c'est l'huissier qui a pris. Exactement. Et donc, on se fait accompagner de témoins et parfois la police et la gendarmerie joue ce rôle également de témoins avec nous en nous protégeant. Parce que les gens disent la gendarmerie n'expulse pas. Et la police n'insulte pas. Parce que le commandant en chef de cette opération, c'est l'huissier de justice. S'il ne dit pas à la police de faire ceci, la police ne fera pas. Donc c'est vous qui conduisez cette opération et jusqu'au bout. En fait, c'est ça, dans l'orthodoxie de la profession, si je peux ainsi dire. Mais que faire quand je reçois, par exemple, la convocation, et vous avez de convoquer des gens, non? Quand je reçois une convocation d'un huissier, que faire? Il faut répondre? Oui, il faut répondre à cette convocation parce que je le dis, là, je vais peut-être aller en vernaculaire. Chez nous, on dit tout à fait. Donc, vous allez voir l'huissier de justice que vous avez reçu une convocation. Ça, c'est aussi une déférence, pas à l'égard de l'huissier, mais à l'égard de ce qu'il représente. En fait, c'est ça. Et vous allez, voilà, passer parce que vous avez reçu une convocation que vous avez tort. Ah oui, pas forcément. Ah non, parce qu'il arrive des cas où la personne qui se prévient pour venir convoquer, c'est cette personne qui a plutôt tort. Donc, quand vous n'allez pas, du choc des idées, j'ai la lumière. Quand on n'arrive pas à vous confronter, on ne saura pas de quel côté se trouve la vérité. Donc, en toute humilité et en tout bon citoyen, vous déférez à cette convocation-là, vous y allez. Et après l'instruction du dossier, on saura si c'est vous qui avez tort ou bien c'est l'autre qui a tort. Et l'huissier, comme je le dis en l'entame, la balance elle est droite. C'est la loi qui est ton maître. Et si c'est la personne qui vient en premier, c'est pas ton client, il croit que c'est pas question client, tu es là pour la loi. Le juge de proximité par excellence, pour éviter la déjudiciarisation de certaines affaires. En fait, il est là aussi pour ça. Et donc, s'il voit et qu'il trouve que la personne qui a convoqué n'a pas raison, il est dans l'obligation de signifier à cette personne le tort qu'elle a à l'égard de la personne qui a été convoquée. Mais si c'est lui qui a raison, effectivement, lui fait la part des choses, en fait. Et si vous arrivez à trouver un consensus, le problème est réglé là-bas. Oui. Exactement. Donc, il faut toujours, quand la population, ça c'est à l'endroit de la population, quand il reçoit une convocation, ne pas refuser. Il faut toujours aller à la rencontre de la personne qui vous a convoqué, pas forcément les huissiers. Oui. D'ailleurs, dans tous les domaines, pour toute convocation d'ailleurs, il faut répondre. Et c'est à l'instruction du dossier qu'on sait que, bon, d'accord, soit vous avez tort ou que vous n'avez pas tort, mais c'est injustement que vous avez été convoqué. Mais dans votre pratique quotidienne de cette profession, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent sur le terrain, dans la pratique quotidienne, quand vous allez sur le terrain pour un recouvrement, peut-être pour, je ne sais pas, une expulsion ou une saisie? Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a une coopération facile de la part des citoyens? Là, je réponds oui et non. Oui et non, oui, parce qu'il y en a qui comprennent, mais non, parce qu'il y a toujours des réticences dues à l'incompréhension. Mais je situe le tort à 2 niveaux. Le tort peut être exogène et endogène. Endogène parce que nous ne communiquons pas. Et quand vous ne parlez pas autour de la profession. Quand vous ne communiquez pas, c'est d'autres personnes qui vont parler à votre place. Et là, ne vous étonnez pas qu'ils disent tout et n'importe quoi de vous. C'est vous qui allez dire qui vous êtes pour réveiller la personne, que la personne sache, ah oui, ben c'est comme ça, ah ça je ne le savais pas. Donc un travail didactique qui permet d'éduquer la population auquel nous sommes assujettis mais que nous ne faisons pas et parfois faute de moyens.
Parce que, oui, parfois, on n'est pas toujours là au niveau de la chambre vide de quoi. C'est un service public, mais on n'a aucune subvention. On a des formations assurées, formation continue autre là. Mais si c'est les 10 000 francs que les huissiers cotisent par mois, qui alimentent déjà la caisse de la chambre pour des besoins que nous avons en interne, autre là, c'est insuffisant. Maintenant, le volet, le côté exogène, c'est que les gens ne comprennent pas, ou bien ils sont de mauvaise foi, ou sont dans la défiance de l'autorité. Voyez-vous, déjà un jour, j'avais signifié une décision à un monsieur, un rasta d'ailleurs, et je lui dis que le tribunal m'a désigné pour prendre les loyers, puisque c'est une maison qui est en indivision. Quand je parle d'indivision pour les spectateurs, c'est un héritage. Oui. Ils sont nombreux comme héritiers et lui profite seul de la chose. Et quand un héritier a saisi le tribunal dit que non, on prend la maison, on met à un tiers qui est l'huissier de justice, qui n'est pas de la famille, qui gère, qui vous partage les sous. On lui donne la décision et autres là, il me dit, attends, c'est vous qui m'avez construit la maison, dans un tour, des conneries facilement comme ça. Facilement comme ça. Voyez-vous, donc, il n'a pas compris. Hein. Il n'a pas compris, et puis malgré la décision de justice, il résiste. Voyez-vous, donc jusqu'à ce qu'on prenne d'autres mesures draconiennes pour qu'on lui fasse entendre. Voyez-vous, c'est-à-dire que même le code pénal est là pour nous soutenir. Si déjà il y a vous ne respectez pas, vous ne défaites pas la décision de justice, il y a quand même une sanction qui peut tomber. Donc c'est parfois à ces degrés-là qu'on arrive à faire comprendre aux gens que quand l'autorité parle, quand l'État est là, tout le monde s'efface. En fait, c'est ça. Et l'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est lui-même qui est là, c'est tout le monde. Mais il y a juste une hiérarchisation. Quand c'est quelqu'un dans son rôle, il faut que l'autre respecte, c'est tout. Donc parfois, on a de ces difficultés, d'incompréhension surtout, de défiance et de mauvaise foi au niveau de la clientèle. C'est ça. En fait, c'est ça. Et quels sont vos coûts, n'est-ce pas? Quand je veux avoir le service d'un huissier, oui. Est-ce que vous prenez aussi des préalables? Est-ce qu'il y a un coût à payer? Exactement. Exactement. Tout travail a un salaire. Tout travail a un salaire, donc il y a des coûts, mais les coûts sont à 2 degrés également chez nous. Il y a, lorsqu'on n'a pas de titre exécutoire, la personne qui vient commander le travail, c'est cette personne qui paye. Dès lors qu'on lui vous contacter pour donner une mise en demeure de payer les loyers à un locataire, par exemple, c'est vous qui me payez les coûts. Et la loi dit, si vous-même, vous voulez faire un procès après, pour que le débiteur ou bien le locataire récalcitrant vous paye les 30 000, c'est à vous de voir le coût du procès de ceci. C'est comme si quand vous renversez une farine, la farine ne pouvait pas tout ramasser. Il y a toujours quelque chose, il y a ça dans cette logique. Et donc, quand il y a un titre exécutoire, les coûts sont supportés par le débiteur. Et c'est comme si vous allez chez le chef, le roi. Et quand vous perdez le procès, on l'a quoi zipéa, quoi. En fait, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça aussi en droit. Puisque le droit, ce n'est que la transcription de ce que nous vivons au quotidien. Hein. Donc, en fait, c'est ça. Et les coûts sont aussi barimisés, tarifés. Ce qui fait que tout acte qui est à 30 000 francs chez M. Sowa, l'est également chez M. Kouya Koutouli, à Sotuboua, l'est chez M. je ne sais pas, mettre à Kakpo, à Nyamtougou, à mettre à côté à Neho, hein, ou chez mon ami Jonas à Dapan. Donc en fait, c'est ça. Ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, la Chambre a introduit un projet de décret, puisqu'on n'a pas de test, on a pris un test au niveau en assemblée générale. Mais quand on voit les choses, la loi qui fait de la profession, qui crée la profession, dit que le tarif doit être pris par décret. Et donc, conscient de cela, on a rapidement introduit une proposition de test en ce sens et au garde des Sceaux. Je crois que, bon, ces multi-préoccupations n'ont pas permis pour le moment de les avoir, mais on croise les doigts pour que ces tests soient rapidement. Puis on exerce une profession réglementée. Et la profession réglementée, la personne qui l'exerce ne fait que ce que la loi lui dit de faire. Absolument. Et donc, quand il y a déficit de tests, là, ce n'est pas bien. Donc, ça aussi, qu'on va concourir à cette situation qu'on a, la résistance des clients parfois, la contestation tous azimuts des frais que nous pratiquons. Alors que s'il y a le décret, ça veut dire que tu t'es calme. Tout est calme. Et même au-delà, même au niveau des auxiliaires que nous sommes, ça va régler un certain nombre de problèmes, notamment avec les autres auxiliaires qui parfois croient à tort
qu'il y a des frais qui leur reviennent alors que vous n'êtes pas officier et vous n'avez aucun droit d'exécuter une décision, bien d'exercer cette contrainte-là à l'égard de... Il y a ce souci permanent entre vous et les avocats, par exemple, où on cherche à qui revient ce qu'on appelle les frais de recouvrement. Là, c'est vrai que c'est un problème réel. Même si on n'a pas de tests, mais on n'a qu'à interroger les tests des doses de pays de l'UEMOA, par exemple. Les tests sont clairs là-bas. Ce qui revient à l'huissier revient à l'huissier. L'huissier, c'est lui l'agent. C'est même dans notre test togolais. Le recours de créance est du monopole, même amiable, est du monopole de l'huissier de justice. Amiable comme forcé. Parce que vous déployez une puissance à l'égard. Voyez-vous, l'avocat, vous traitez avec votre client. Comment le débiteur peut vous payer, vous? Les fois, ce n'est pas des débats où on va dire que non. Donc, c'est un débat qu'on ne va pas exposer ici, mais on est en train de se comprendre. Il y a des avocats de très bonne volonté avec qui on collabore correctement. Donc, bon, tu sais, ce dont on parle, c'est peut-être 1%. C'est 1% du problème. Donc, je crois que ce problème, très vite, toute raison gardée, va trouver la solution, même avant l'arrivée des tests. Donc, on croit que ça va aller. Mais il faut que ce test arrive pour situer tout le monde. Et c'est comme je le dis toujours, je plaide toujours, tous les jours que Dieu fait, par rapport au respect de l'orthodoxie de tous les métiers. L'avocat doit savoir qu'il assiste et représente. Il n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard de qui que ce soit. Ce pouvoir de contrainte est dévolu à l'huissier de justice. Et quand l'huissier est dans son rôle, c'est l'avocat qui doit aider dans la construction de l'état de droit, en disant à la personne, ah, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, mais pas autrement. Donc des conflits qui peuvent survenir entre nous, c'est des conflits qui n'ont pas la base qu'il faut. Mais comme je le dis, c'est peut-être 1% des trucs là. Donc, alors, rencontre, échange, nouveau numéro. Dernier volet de notre entretien, en plateau ici avec vous, Maître Choa. Et c'est cette 16e journée mondiale des huissiers de justice que vous avez célébrée vendredi dernier à Ného. Alors, dites-nous, quel était le thème, n'est-ce pas, de cette célébration? Et est-ce que c'est la première fois au Togo ou bien on le fait d'habitude? Et pourquoi justement cette journée a été instituée? Merci beaucoup, monsieur Le Son, pour cette question. Et oui, c'est vrai, le 30 juin, nous avons célébré à Ného la journée mondiale des huissiers de justice. C'est une journée qui a été instituée par l'Union internationale des huissiers de justice et qui compte 98 États, 103 membres précisément dans 98 États affiliés à l'ONU. Je dirais même en termes de nombre de pays, on est quand même l'une des premières organisations en termes d'adhésion des pays. Et donc, c'est cette Union internationale des huissiers de justice qui a institué cette journée depuis 1952. Non, l'Union même existe depuis 1952 et la journée, on est à la 16e journée, à la 16e édition. Et donc, ils ont constaté que les huissiers n'ont pas toujours bonne presse. Ils n'ont pas toujours bonne presse. Et puis, il y a des agressions tous azimuts que nous subissons parfois. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc partir à l'encontre de la population, des entreprises, des banquiers, des magistrats, toutes catégories confondues de personnes pour parler du métier d'huissier et de qui nous sommes fondamentalement. Parce qu'on a remarqué qu'il n'y a pas de communication autour de la profession et pas de communication, il y a beaucoup de dérapage, parfois faute de communication. Et donc l'Union internationale a instauré cette journée, jour peut-être de fête pour les huissiers, parce que jour de rencontre, donc, et qui dit rencontre, c'est aussi fête en filigrane, mais fondamentalement jour de communication autour de la profession, d'huissier de justice, pour dire véritablement qui est l'huissier de justice dans un État, voyez-vous, pour permettre à la population de savoir, de nous connaître et exactement de savoir l'accueil qu'il doit nous réserver quand vous entrez en scène. Exactement, quand nous entrons en scène. En fait, c'est dans ce sens que cette journée-là a été organisée à Ného. Puisque c'est célébré, à l'entente, vous l'avez dit, le deuxième jeudi du mois de juin. Mais la possibilité est donnée à tous les États de s'organiser après le deuxième jeudi là et de célébrer en différé au moment qui lui convient le plus. Et cette année, l'année dernière, on était au mois de juin, on l'a célébré au mois de juillet à Kara. Ça s'alterne entre, si on fait dans la cour d'appel de Kara,
La prochaine édition l'édition suivante se fera dans la cour d'appel de Lomé. Et cette année, on reçoit nos confrères du Septentrion dans la cour d'appel de Lomé, et précisément à Neho. C'est ça qui a fait... on choisit le jour, c'est-à-dire que à Neho, quand on se réunit le jour de la célébration, on choisit pour l'édition suivante la ville qui va abriter la journée. Et donc à Kara, on avait décidé de faire ça à Neho. Et voilà, c'est pourquoi le choix de Neho. Il était question de discuter entre vous d'abord? Il était question de discuter entre nous, mais fondamentalement, le thème était quoi? Ça vous concerne? C'est ça. L'huissier de justice et les médias, la force de la communication. Parce qu'on estime aujourd'hui que les médias sont quand même une force, un pouvoir, même si je peux dire. Et que vous êtes des diseurs même de vérité, je peux aussi dire. Et donc, on va s'appuyer sur vous, être en conflit avec vous, mais supplier les médias. C'est ça qu'on a fait à Neho, supplier les médias de sorte à ce qu'ils puissent prendre le relais. Prendre le relais et parler beaucoup de la profession pour que la population soit... Oui, parce que parfois on est nombreux de ceux qui s'adressaient, quand j'ai un terrain à mettre en vente, est-ce que c'est un notaire, est-ce que c'est un huissier? Eh bien voilà. Il y a donc ces amalgames qui sont faits souvent dans la profession. C'est ce relais-là, ce relais-là, les émissions comme tu es en train de le faire, qui permettra à la population de savoir là où aller. Nous sommes là à la guider. Là où aller, lorsqu'il y a un souci. Donc, en fait, c'est ça. Donc, l'objectif, c'est ça. Mais quand on dit, il n'y a pas que la presse traditionnelle, la télévision, il n'y a pas que la radio, il n'y a pas que la presse écrite, mais il y a la presse écrite en ligne aussi. Oui, actuellement. La presse écrite en ligne, les Twitter, les TikTok, les réseaux sociaux, exactement, les nouveaux médias, effectivement, pour véhiculer l'image réelle. L'image réelle de l'huissier de justice. En fait, c'est ça. Et en résumé, l'image réelle, comme nous sommes vers la fin de cette émission. Nous avons défini qui nous sommes à l'entame de cette émission. Et on conclut en disant que les huissiers de justice sont des individus de proximité. Ils aident l'État, même le pouvoir judiciaire, à régler certains problèmes sans aller devant une juridiction. C'est ça. En France, je donne cet exemple peut-être pour clôturer. Il y a ce que nous appelons, il y en a au Togo aussi, la loi commune qui l'a organisée, la procédure simplifiée de recouvrement. La France a organisé une procédure très simplifiée de recouvrement, entre 1 euro et 10 000 euros. Et pour soutenir les sociétés, soutenir la caisse de fonctionnement des sociétés, quand votre dette est entre 1 et 10 000 euros, vous n'allez plus devant le tribunal. Ça a été le recoupement est déjudiciarisé. C'est ça. Vous voyez un huissier de justice, mais la procédure c'est comment? L'huissier appelle le débiteur pour lui dire je vais engager la procédure très simple de recouvrement contre vous. Est-ce que vous l'acceptez? Quand le débiteur dit oui, l'huissier envoie une mise en demeure de payer. Et quand un mois après, il ne paye pas, l'huissier délivre le titre exécutoire. La formule en conséquence, l'huissier délivre, mais la loi lui a juste dit quand vous délivrez la formule exécutoire, vous n'exécutez plus cette décision-là. Vous l'envoyez à un autre huissier pour l'exécution. Ça veut dire que renflouer les caisses de fonctionnement des sociétés pour aller vite que de se retrouver devant une juridiction sans savoir qui va peut-être traîner. Ouais, donc les pays évoluent, ils essayent d'être très pragmatiques, utiliser l'huissier, puis c'est un instrument de l'État. Utiliser l'huissier de justice pour aller parfois, pas forcément vite, mais pour aller de façon simple et sereinement, je dirais. Voyez-vous? Donc, ce que nous sommes, c'est ça que je suis en train de dire également à partir de cet exemple que nous sommes en train de donner. Et vous êtes sûr qu'avec cette communication, on vous connaîtra mieux, on comprendra mieux votre profession? On est très rassurés. Il ne faut pas seulement s'arrêter à cette journée. Non, exactement. Merci, M. Husson. C'est vrai que même le thème le dit. C'est-à-dire que la communication, et la faute de la communication, ça veut dire qu'on ne va pas seulement prendre une journée dans l'année, et la journée mondiale pour parler de nous et puis disparaître. Il faut que de temps en temps, vous nous invitiez sur vos plateaux, parce que vous avez aussi ce devoir d'éduquer la population en nous recevant, en nous permettant de livrer à la population qui nous sommes véritablement les dessous de notre profession, pour qu'ils soient instruits par rapport à cela. C'est ça. Merci, Maître Luc Akosowa. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre nationale des huissiers
du Togo. Nous avons reçu dans le cadre de la célébration de la 16e journée mondiale des huissiers de justice. Merci à vous de passer votre temps dans ce studio pour expliquer votre profession et dans ce souci pédagogique, n'est-ce pas, didactique à la population. C'est plutôt moi qui vous remercie, M. Wilson, et à travers vous, tout le staff de l'État santé, oui, pour nous avoir accordé cette occasion de parler une fois encore de la profession d'huissier de justice. Et donc, par ma voix, c'est toute la Chambre nationale du Togo qui vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci à mes téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Rencontre et Échange. Il était question de l'huissier dans la société, son rôle. Metsoua était mon invité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir et à très bientôt. Merci, maître. Ça a été. Merci.